Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Voilà, alors bienvenue tout le monde à Des oreilles au cœur, une discussion aujourd'hui sur le livre audio. Donc une discussion qui va être ponctuée de séances d'écoute, qui va mettre cette forme de livre qui est vraiment en pleine ascension, qui est l'objet d'un grand engouement en ce moment, et vous le voyez d'ailleurs on est tout près de l'espace audio, vues et voix et du livre et du pavillon du livre numérique accessible. Donc, on va, c'est ça aujourd'hui, un peu alterner en deux formes. On va parler avec nos intervenants. On va aussi écouter des extraits de livres audio. Je pense que c'est un petit peu animé en ce moment pour se fermer les yeux et être dans une dans une bulle contemplative, mais ça va quand même nous donner un bon aperçu de ce qui se fait en ce moment en livre audio. Donc, mon nom est Christiane Vadnet, je vais votre animatrice. Et je suis accompagnée par l'autrice Chloé Varin, la comédienne Pascale Monpetit, ainsi que les éditeurs de Fonfon Véronique Fontaine et de Alto Antoine Tanguay. Bonjour, merci d'être là à tous. Merci. Bonjour. Merci Christiane. Bonjour. Oui, donc on va être ensemble pour à peu près 1 heure. Puis, je commence tout de suite, en fait, par vous présenter Chloé Varin, qui est une voyageuse à temps partiel et une amie des animaux. On le voit d'ailleurs dans ses livres, à temps plein. Elle écrit une quinzaine de livres essentiellement pour la jeunesse et a fait son incursion dans ce monde-là en 2012 avec la série Planche d'enfer. Ensuite, elle a été vers la bande dessinée, les premières lectures, la série Chloé et moi chez Fonfon. Et évidemment, elle a un univers, elle aime raconter des histoires, elle a un univers humoristique, féminin. On va en écouter bientôt. Elle a été chroniqueuse aussi, donc tu as lu toi-même ton livre audio. On aura l'occasion d'en parler aussi. Oui, c'était vraiment une superbe expérience. On en reparle, je pense. Ben oui, en fait, on va commencer tout de suite par écouter À qui la frite, qui est vraiment une jolie histoire de 2 goélands qui se rencontrent, en fait, qui sont un peu trompés par le mirage de Facebook. Je ne sais pas à quoi ça fait référence. C'est très cute. Donc, on va écouter un extrait À qui la frite. Un livre écrit et raconté par Chloé Varin, illustré par France Cormier, avec une musique originale de Dumas et de Martin Roy, produit avec la collaboration de Studio Bulldog, publié aux éditions Fonfon. Dans un casse-croûte près de chez toi, on sert de belles frites dorées, des boissons pétillantes très sucrées, des burgers bien juteux et une foule d'autres mets délicieusement gras. Quand les boulettes grésillent sur le grill, quand le ketchup coule à flot et que la caisse enregistreuse teinte gaiement, les estomacs ne gargouillent jamais longtemps. Tu y entres, en coup de vent, affamé, impatient. Tu en ressors le ventre tendu, les doigts graisseux, souriant. Mais gare à toi si tu as le malheur de vouloir manger dehors, car la bande à Gontran le goéland t'y attend. Dehors, c'est son territoire. Les gourmandes bêtes à plumes sèment la terreur sur le stationnement en faisant tout un boucan. Sous le regard étonné de 3 humains, à l'abri dans leur camion, Gontran et ses amis font la manifestation. À qui la frite? À nous la frite! 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 Cela ne fait aucun doute, les vrais rois de la patate, ce sont eux. Tu as intérêt à les prendre au sérieux. Gontran joue les durs à cuire, mais en réalité, il ne rêve que de fuir. S'il n'était pas si lourd, s'il n'avait pas si peur de l'inconnu, s'il était moins fatigué et plus en santé, s'il le pouvait, il prendrait ses ailes à son cou pour aller rejoindre sa chère cousine, Mariette la mouette. D'après ce qu'elle publie sur son profil Facebook, l'un des fameux réseaux sociaux des oiseaux, Mariette mène une vie de reine sur sa plage de galets. Elle survole chaque jour un fleuve argenté pour s'enfiler dans le gosier du poisson bien frais. Elle est libre de faire ce qui lui plaît, contrairement à lui,
responsable d'une colonie d'écervelés qui se chamaillent tout le temps et ne se taisent jamais. Quelle injustice! Quel supplice! Gontran donnerait tout ce qu'il possède pour changer de vie avec Mariette. Et qu'est-ce qu'il possède? Une vieille frite toute sèche, 2 pailles crochues et son magnifique collier en languette de canette. Mais jamais, au grand jamais, il ne se douterait que la petite mouette l'envie tout autant. Le bec plongé dans ses bouquins, Mariette pense souvent à son cousin. Elle se sent bien seule dans son paradis marin. Si Facebeck est un reflet de la réalité, alors Gontran règne comme un sultan sur son stationnement, qu'il survole en se gavant de frites bien croustillantes à longueur de journée. Il est libre de faire ce qu'il veut, contrairement à elle, qui travaille sans relâche pour se nourrir du mieux qu'elle peut. Quelle malchance! Quelle souffrance! Mariette donnerait tout ce qu'elle possède pour changer de vie avec Gontran. Et qu'est-ce qu'elle possède? Un coquillage vide, une poignée de sable et ces incroyables boucles d'oreilles en arête de flétan. Mais jamais, au grand jamais, elle ne se douterait que le grand goéland l'envie tout autant. Par un beau matin sans nuages, Gontran le goéland et Mariette la mouette décident de prendre le large. Ouais. Oui, merci. Est-ce que vous avez bien entendu l'histoire de Gontran et de Mariette? Oui, parfait. Alors, Chloé, est-ce que tu as déjà rencontré Gontran? Hein? Moi, je me suis demandé ça, si tu avais volé ton sandwich. Ben, écoute, je pense qu'on a tous déjà croisé un Gontran. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ça va être une question à venir, mais en fait, mon histoire repose sur un malentendu. C'est que, bon, pour répondre, en fait, d'une façon détournée à ta question, c'est que mon surnom a longtemps été La Mouette. Pour cette raison que j'ai moi-même été le Gontran qui vole les frites dans les assiettes des gens. Et si je dis que ça repose sur un malentendu, c'est que j'ai appris un peu tard dans la vie que les oiseaux qu'on retrouve sur les stationnements de casse-croûte sont en réalité en ville, en fait, sont en réalité des goélands et non des mouettes. Je pense on les confond souvent, hein, ces deux oiseaux-là. Oui, exactement. Ben oui, mais non, ils ne sont pas les mêmes. Non, il y en a un qui vole les frites, l'autre qui a des boucles d'oreilles de flétan. C'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Et là, je me suis dit, ben mon surnom durant tout ce temps reposait sur pas un mensonge, mais justement un quiproquo, un malentendu. Et j'ai dû rétablir les faits avec cette histoire. Donc oui, j'ai croisé quand même pas mal de Gontran et de Mariette dans ma vie. Mais oui, puis est-ce que c'était dès le départ dans ton idée de projet de parler de Facebook? Parce que ça parle de réseaux sociaux beaucoup, de l'envie qu'on a à travers des réseaux sociaux. Puis ça s'adresse à des enfants très jeunes, quand même, cet album. Donc, est-ce que ça faisait partie d'une démarche de sensibilisation aussi? Oui, bien, c'est une réflexion qui m'habite beaucoup et qui est née, en fait, dans... je pointe Véronique parce que Véronique est aussi mon éditrice chez Fonfon. Oui. Et... Allô? Allô? Et j'avais d'abord publié avant à Qui la frite une série, la série Chloé et moi, dont je suis le personnage. Et j'en fais souvent l'animation dans les écoles. Et il y a une page qui fait beaucoup jaser, et c'est dans l'Halloween de Chloé. Mini Chloé passe l'Halloween, en fait. Elle cherche des bonbons, elle a la chasse aux friandises et elle croise des amis zombies. Mais en réalité, les amis zombies sont des adolescents rivés sur leur téléphone cellulaire. Et là, quand je pose la question en classe, à savoir, est-ce que vous en connaissez, vous, des grands qui ont toujours le nez plongé dans leur téléphone cellulaire, qui regardent toujours leur téléphone? Bien, ça, c'est inévitable. Tous les enfants ont une histoire à raconter sur le sujet, que ce soit grand frère, grande sœur, les parents, l'éducatrice, l'enseignant, qui sait. Donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose à aller toucher là-dedans par rapport à une espèce de petite critique des réseaux sociaux et de ce qu'on veut bien montrer, parce que le thème général d'À qui la frite, c'est vraiment que le gazon est toujours plus vert chez le voisin, et je pense que c'est quelque chose qui est très présent sur les réseaux sociaux, d'autant plus en pandémie. Finalement, mon livre est très d'actualité. On a été beaucoup tourné vers les réseaux sociaux, mais je me souviens pas, Véro, si c'était à la base. Je sais pas à quel moment du processus c'est apparu, ça, Facebook.
Facebook. Tu t'en souviens-tu? Il me semble que c'était dans tes premières versions, quand même Ouais, déjà, hein? là, tôt, là, parce que, tu sais, toute la question de l'envie, évidemment, passe par les réseaux aujourd'hui, là, même chez les petits, on le voit, là, c'est triste, mais c'est ça. Mhm. Fait que je pense que, en tout cas, dans mon souvenir, ça faisait partie du manuscrit que tu m'as déposé jour 1. OK, bon, voilà. Donc, la frite est toujours plus croustillante chez le voisin. Voilà. C'est ce qu'on en retient. Ouais, je vais adopter ça plutôt que le gazon. C'est plus Oui, c'est drôle. plus- oui, c'est Là, plus drôle, c'est c'est plus plus beau. attirant. Oui. Ben, on va tout à l'heure discuter tous ensemble de la question du livre audio. Et puis, j'ai oublié de dire que Chloé, tu es aussi vice-présidente de communication jeunesse. Puis, je pense que justement, comment le livre audio peut être intéressant pour un public enfant. On reviendra à cette question parce que je veux qu'on passe aussi à une autre écoute, celle du texte collu Pascal Monpetit, que je vous présente. Qui est présente sur la scène théâtrale, télévisuelle, cinématographique depuis plus de 30 ans, qui a conquis les cœurs dans beaucoup de rôles, dans des séries notamment comme Blanche ou District 31. Elle a prêté sa voix à plusieurs livres audio dans les dernières années, notamment pour la chaîne culturelle de Radio-Canada, Audio. Et pour les éditions Alto, Pascal Monpetit a lu La Desiderata de Marielle Poitras, qui est là vraiment un autre univers complètement que ce qu'on vient d'écouter. on change de registre. C'est un conte obscur qui se passe dans un village imaginaire qui s'appelle Noirax, qui est plein de victuailles, mais aussi de secrets très sombres. Des femmes rencontrent des hommes dans la malmaison, qui est une... qui est le lieu des desiderata. Donc, les desiderata, ce sont ces femmes qui vivent des histoires obscures dans cette maison. Et donc, c'est un livre qui parle de violence, mais aussi, évidemment, de force de vie et qui a une ambiance très sensuelle. On est donc dans le livre audio, on est avec la voix de Pascal Monpetit, on est avec la musique originale de Marie-Pierre Arthur. Donc, Pascal, on y revient. On va écouter un extrait, s'il vous plaît. Un bruit de pas. Le père sursaute. Ce n'est que la bougresse, de retour de la forêt avec un bouquet de fleurs sauvages, venue à sa demande pour dresser élégamment la table. Il espère qu'elle n'a pas vu le bouquet de lavande traîner dans son caleçon sur la chaise un peu plus tôt, mais, à voir sa grimace, il en doute. Elle pince les vilaines limaces qui bavent sur les feuilles de salade, cisèle l'ail des ours, met à chambrer un fromage sous la cloche, sale et sucre une tomate, noie les abricots dans du xérès. Gentil s'empare d'une miche chaude dont il détache la mie pour la laisser fondre sur sa langue. Il conserve la croûte dans une serviette de jute à l'intention du cygne noir qu'il a aperçu au lac durant sa promenade. Sauf qu'il n'y a pas de cygne à Noirax, encore moins un noir. Ressaisis-toi, Gentil, reviens dans le réel. Après avoir enveloppé la hure dans un torchon, le père l'a ficelée avec une corde, attachée du groin au collet pour que la tête conserve son tonus. Il descend au cellier et lire quelques bouteilles. Plonge un magnum de champagne dans de la glace concassée. La maison sent bon, un fumet de viande de tête. L'œil du père balaie la croupe de la bougresse sans s'attarder. Son cœur bat à un rythme de polka endiablé. Lorsque la hure est prête, on la sort du four. On dirait un blessé de guerre avachi sur un brancard. La déficeler, enfoncer des truffes dans les orbites, redresser les oreilles blanchies, enfouir une poire dans la gueule de la bête, monter la pièce dans les règles de l'art. La langue fut bien travaillée par la main du père, et le lard fondu dans ses pores a refermé la longue entaille sur l'organe pour l'insertion des pistaches. On fixe la tête sur un ovale de mie. Le père, ayant envie d'un verre de chartreuse, redescend au cellier. Soudain, un bruit d'effondrement au rez-de-chaussée. La bougresse a fait tomber une chaise. Entre la peinture de Poydras et l'horloge grand-père arrêtée à l'heure de la mort de Pampelune, Gentil vacille. On pourrait croire qu'il a entrevu le fantôme de celle-ci. Dans l'embrasure de la porte, Aliénor sourit malicieusement. Elle observe un moment le père, qui la dévore déjà du regard.
puis admire la pièce de viande des grands jours, dont la langue sortie sur le côté rappelle la grimace des dépravés au moment de jouir. Elle s'empare d'une cuillère d'argent et gratte le front laqué du sanglier, là où la bougresse a doucement fait couler du beurre. Elle avale d'un trait le verre de chartreuse du père, salue ses hôtes et s'assied au bout de la table, face à la hure, à la place du patriarche. Venue de la forêt, une voix se coule par la fenêtre et murmure à son oreille des choses qu'elle seule peut entendre. « Entre à Noirax, Aliénor. Allez, mange, goinfre-toi, siffle le champagne, croque la poire chaude, mord dans la chair, lappe le gras brûlant. Prends tout ce qui, de la corne d'abondance, se rendra à ta fourchette et ne remercie personne. Tu es ici chez toi. Bienvenue dans la malmaison. » Beau. Ben, bravo. En fait, merci. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. OK. Moi, je m'entends pas. C'est bon. Ben, en fait, ça rend pas justice. J'ai l'air de prêcher pour ma paroisse, mais c'est pas ça. Ça rend pas justice à ce livre audio parce que c'est vraiment pensé pour être écouté avec des écouteurs dans les oreilles ou en roulant dans sa voiture, au calme ou dans son lit avant de se coucher. Oui, mais d'ailleurs, c'est ça. On va tout de suite accueillir dans la discussion Véronique Fontaine et Antoine Tanguay parce qu'on s'est dit, on vous a donné un bon aperçu quand même de ce que c'était un livre audio jeunesse, un livre audio adulte. Donc, on va tout de suite... en fait, Pascal, je vais revenir à toi. On va parler davantage de la Desiderata, mais je vous présente quand même parce qu'ils n'ont pas été... officiellement introduit Véronique Fontaine, qui est éditrice chez Fonfon, présidente du comité Innovation Technologie, c'est ça, à l'ANEL, donc à l'Association nationale des éditeurs de livres, qui présente cette table ronde, qui a fait beaucoup de projets numériques et audio. Antoine Tanguay également, son collègue dans le comité Innovation Technologie et Révolution numérique de l'univers du livre. Donc, qui est le directeur fondateur chez Alto, qui est là depuis 2005 et qui est très passionné de livres audio aussi. Donc, en fait, on va avoir une discussion tous ensemble, mais avant, Pascal, j'aimerais que tu me parles un peu de ce qui te plaît particulièrement dans cette narration de livres audio, parce que je le disais d'entrée de jeu, tu en fais beaucoup. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Bien, moi je suis, j'en écoute beaucoup, moi, aussi personnellement. Depuis la COVID, il semble y avoir un engouement pour, pas nécessairement seulement les livres audio, mais les podcasts. Le fait que les gens ne puissent pas sortir dans des lieux publics a fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des marches en se faisant raconter des histoires. En tout cas, c'est le cas dans mon entourage. Moi, je suis plus une fille auditive que visuelle, mais en même temps, ce que j'aime du livre audio, c'est que ça crée des images mentales. C'est aussi visuel, mais c'est des images mentales. Comme par exemple, je vois des enfants devant moi. Si je vous dis maison, je suis certaine que vous quatre, vous n'avez pas la même maison dans la tête. Il y en a peut-être une qui va dire « Ah, moi, c'est une maison de princesse » ou « Moi, ah non, moi, c'est la maison de ma grand-mère. Moi, c'est une petite maison de poupée. Ben, vous êtes trop vieille pour jouer peut-être à la poupée. » Non, peut-être pas. Mais les images mentales, c'est le pouvoir d'évocation des mots. Et au fond, le livre audio, c'est comme une coproduction avec l'imagination de l'auditeur. Donc, c'est ça qui est amusant, c'est que selon la nature aussi du style de l'auteur, là, dans ce cas ici, c'est très... côté baroque, c'est très écrit. Il y a tout un lexique, un vocabulaire extraordinaire, mais il ne faut pas appuyer chaque mot, sinon on ne comprend plus rien. C'est pas non plus sentimental. Tu sais, en lisant, il y avait des choses qui me venaient. Je me disais, c'est pas sentimental, c'est pas lyrique, c'est pas aérien. Il faut filer droit, mais en faisant entendre tous les mots avec un certain aplomb. Puis j'étais contente parce que moi, ma crainte, c'était que l'autrice ne se reconnaisse pas.
Parce que moi, je suis sûre que si j'écrivais puis que je me faisais lire par quelqu'un d'autre, je dirais non, pas de même. C'est la déformation de la comédienne qui entend la voix aussi. Ben ouais. parce que ça peut tellement être abattardé, dénaturé, tu sais. Et ce qui était merveilleux dans l'exercice, c'est que c'était un projet à 3 au fond. Évidemment, la personne centrale, c'est l'autrice Marie-Hélène Poitras. Mais il y avait Marie-Pierre Arthur qui faisait la musique et on a fait ça à l'aveugle un peu. Marie-Pierre a lu le roman. Elle a fait sa musique de son côté. Moi, j'ai fait ma lecture de mon côté et on a mis tout ça ensemble après. Et bon, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais il y a quelque chose du conte de fées là-dedans. La forêt est très importante. C'est une forêt où il y a des métamorphoses qui se passent. Mais quand je dis ça, c'est dans le bon sens, là, en tout cas. Et la musique de Marie-Pierre, c'est comme si la forêt dans le roman, elle est presque un personnage en soi. Puis la musique de Marie-Pierre, elle évoque cette forêt-là, ce qui fait que moi, j'ai pas besoin avec un ton, dire la forêt, waouh. C'est Marie-Pierre qui se chargeait de ça. Fait que ça marchait. Je trouve que ça marche. Ben oui, ça marche totalement. Puis c'est ça, on n'est vraiment pas dans un personnage. On est dans une lecture qui est quand même très différente de jouer. Et d'ailleurs, on entendait Marie-Pierre Arthur chanter, mais toi aussi, tu chantes. Est-ce que c'est un défi? Écoute, c'est évidemment Marie-Hélène. Donc, ce roman-là, La Desiderata, ça se passe, on ne sait pas où, puis on ne sait pas quand. Mais en même temps, c'est très, très concret. Il y a des scènes de nourriture. C'est très sensuel. C'est indescriptible, mais c'est extraordinaire. Je vous le dis, là, allez faire le détour. Ça vaut le détour. Est-ce que je vais en venir? Qu'est-ce que tu m'as demandé? Les chansons. Oui, les chansons françaises, en fait, alors, que tu dois fredonner. Il y a des évocations de contes de fées, mais de chansons folkloriques. Des chansons qu'on se fait chanter quand on est petit. Au clair de la lune, à la Clairefontaine, toutes des chansons traditionnelles, mais qui sont, dans leur version originale, très inquiétantes. Hein? Souvent, au fil du temps, ça a été édulcoré, mais tu sais, le petit chaperon rouge, le loup le mangeait, puis il n'y a pas de chasseur qui vient sauver le petit chaperon rouge. Il y a beaucoup de chansons comme ça qui sont très inquiétantes. Alors, il y avait comme, ils sont à cheval entre une espèce de candeur, parce que c'est chanté pour les enfants, mais c'est où le monstre est arrivé, puis 3 petits points, tu sais. Alors, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'elle m'a demandé de chanter des petits morceaux de chansons. Ce n'est pas la chanson de bout en bout. Mais comme c'est des chansons que tout le monde connaît, j'ai pas besoin d'avoir la voix d'Isabelle Boulay pour chanter ça. C'est une chanson que tout le monde a fredonné dans sa vie. Oui. Là. Fait que c'est fredonné. À la Clairefontaine, c'est très fredonné, important. c'est pas chanté. Oui, c'est ça. C'est bien. Ça se transmet de génération en génération. Antoine et Véronique, j'aimerais savoir, en fait, comment vous choisissez des livres audio? Parce que là, on a 2 exemples très différents. Qu'est-ce qui fait que dans votre catalogue, vous choisissez d'adapter un livre en livre audio? À vous, Je me lance. Bien, on dirait que moi, j'ai envie de tous les faire. Tu sais, pour moi, chaque livre peut s'adapter. L'enjeu qu'on a dans le jeunesse, c'est qu'il y a de l'illustration. Fait que là, on se retrouve à avoir un texte, oui, qui est normalement appuyé par des illustrations où on va dévoiler autre chose. Il y aura des informations complémentaires, de l'humour qui va passer là. Et là, tout le défi, c'est de dire, OK, mais comment on fait pour transposer ça? Tu sais, tu parlais d'image mentale et tout ça. Là, moi, je parle de quelque chose qui a des vraies images, là, à la base. Fait qu'il faut, en quelque part, rester fidèle à la vision de l'illustrateur. Mais comment je fais pour évoquer ça dans la tête du lecteur qui n'a pas le livre entre les mains? Et là, il défie, et là intervient la musique. Et là intervient les effets sonores par moment aussi. Mais on ne veut pas tomber dans le gadget non plus. T'sais. Fait que là, c'est dire, OK, qu'est-ce qui est essentiel? T'sais, tu parlais tantôt que la forêt est un peu personnalisée par la musique, finalement. Bien, c'est un peu ça qu'on fait. C'est cette recherche-là. Donc, moi, ce que je fais, en tout cas, ce qu'on a fait avec Aquilafrid et tous les autres, c'est de dire, bon, celui-là, je vais le faire, puis ce que j'ai besoin, c'est de la bonne voix, évidemment, pour le ton, pour l'énergie, mais aussi la bonne musique. Puis c'est vraiment par la musique que je vais venir chercher cette transposition-là du visuel. Fait que c'est dire, OK, bien, telle émotion, on va l'évoquer de telle façon, une instrumentation comme ça. Dans Aquilafrid, on a un thème, puis là, on s'est fait un genre de thème et variation. Fait que quand on est au casse-croûte, c'est rock, là, il y a de la bass puis de la guitare. Puis quand on est chez Mariette à la plage, bien là, il y a des petites percussions puis la petite guitare. T'sais. Fait qu'on s'amuse à, si on veut, utiliser les instruments comme des éléments visuels. Puis, fait que finalement, tous les livres s'adaptent à l'audio. Mais on parle d'adaptation. Oh. Allô? Ah oui, est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Chloé?
Oui. Bon, on parle d'adaptation aussi, justement. Personnellement, je ne sais pas pour les autres livres audio qui ont été faits chez Fonfon, mais personnellement, j'ai adapté aussi le texte. J'ai enregistré 2 versions. Une version qui était pour le livre audio qui accompagne le PDF, donc avec visuel, mais aussi une version qui était conçue pour être uniquement écouté à l'audio. Donc, j'ai quand même, dans la version qu'on a entendue tantôt, il y a des phrases qui n'apparaissent pas, des descriptions qui n'apparaissent pas dans le livre papier, justement parce que, bon, oui, au-delà de l'accompagnement musical, des effets sonores, il y a des choses aussi qui avaient besoin d'être expliquées. Oui, des éléments de compréhension. Tu sais, à un moment donné, la musique ne peut pas expliquer une situation nécessairement. Fait qu'il y a vraiment des choses qu'on doit adapter. Donc, il y a certains textes, c'est ça qui est particulier. Il y en a certains que je réalise que j'ai pas besoin de toucher. Donc, ce sont vraiment des textes descriptifs. Tu sais, tout est dans le texte, finalement. Et il y a d'autres textes avec lesquels il y a 2 niveaux, qu'on s'amuse vraiment plus à aller chercher dans les illustrations du complément pour la compréhension. Mais là, il faut identifier, quand on passe à l'audio, ces éléments-là qui sont nécessaires. Et là, il y a une réécriture qui est faite. Fait que dans le cas de Chloé, toi, tu étais capable de faire la réécriture. C'est pas tous les auteurs qui ont envie d'adapter. Fait que des fois, j'ai travaillé avec des gens qui sont scénaristes télé, par exemple, qui ont repris le texte puis qui ont adapté. Fait que c'est comme si chaque livre en soi est un immense projet. T'sais. C'est vraiment un nouveau projet à chaque fois. Puis pour toi, Chloé, en tant qu'autrice, je sais pas si tu choisis autrice ou auteur, mais en tout cas, comme tu veux. Est-ce que ça a été un défi, ça, de se dire mon livre, je le lis aussi, tu sais, la narration? Bon, c'est sûr, tu es chroniqueuse, on en parlait, tu fais des animations dans les écoles, donc tu es habituée de raconter des histoires. Est-ce qu'il y avait des défis particuliers ou j'ai un bagage très varié. J'ai un bagage de comédienne aussi. J'étais une enfant actrice. J'ai fait de la télévision à l'enfance, à l'adolescence. Puis, j'ai aussi un bagage de scénariste. J'ai étudié en scénarisation. Donc, c'était pour ça que ce projet-là de livre audio, je le voyais comme un tout, en fait, qui rassemblait autant mon amour pour l'écriture, mon amour pour le jeu, pour la narration. Tout comme Pascal, j'adore les livres audio. Je suis une grande consommatrice de podcasts. Donc, je trouvais que c'était un défi extraordinaire qui comportait plusieurs volets, justement, ne serait-ce que l'adaptation écrite. On s'est bien amusé à faire ça. Et ensuite, la narration, de me retrouver en studio. J'étais enceinte, je pense, de quoi? Oh mon Dieu, t'étais 36 immense. semaines, je pense, quand j'enregistrais. Elle arrêtait pas de voler des frites, hein, c'est ça? Oui. On a fait un tournage avec des frites aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Donc, j'étais très, très enceinte. Puis, j'étais en pandémie comme tout le monde. Je sortais pas souvent de chez nous. Donc, ça, d'aller en studio comme ça, c'était vraiment... écoute, c'était une expérience formidable pour moi. Et de retrouver, justement, ma voix un peu normative, de trouver un juste milieu entre que ça reste près de moi et en même temps que ce soit un produit de qualité, parce que bon, généralement, c'est des comédiens et comédiennes d'expérience, de vrais narrateurs qui font ce travail-là. Mais là, je trouvais ça amusant. D'autant plus qu'Aki Lafrite, je l'ai tellement animé dans les classes, dans les salons du livre. Je le connais par cœur, ce livre-là. Et là, j'essayais de ne pas retomber non plus dans mes plis parce que j'ai adapté il y a du texte qui s'est ajouté. Donc, ça a été de naviguer entre tout ça que j'ai adoré. En tout cas, le Aki Lafrite reste vraiment marche, hein? en tête. Ça marche complètement. Oui. Antoine, chez Alto, le processus est différent parce que, pour commencer, les livres pour adultes, c'est très long. Les livres audio font souvent plusieurs heures. Chez Alto, on met de la musique, ce qui n'est pas nécessairement habituel non plus dans les livres audio pour adultes, mais on ne peut pas en mettre non plus sur une longueur aussi incommensurable. Donc, comment ça se passe, ce processus de création-là de livres audio chez Alto? Bien, il y a des éléments qui ont été mentionnés qui sont très importants, notamment par Pascal et tout ça. Donc, on veut une sorte de spatialisation qui est installée dès le départ. Il y a une couleur, il y a un ton, il y a un rythme, il y a une chaleur du texte. Et oui, effectivement, des romans, c'est plus long. Alors, le grand défi, d'ailleurs, tu fais bien de le mentionner, nous, on a choisi de mettre un enrobage musical qui a été sélectionné pour rendre, justement, et accompagner dans cette installation de ce fameux espace mental, de l'accompagner parce que, contrairement à la lecture, qui est un acte profondément solitaire où on se lit dans notre tête, si on veut, ou parfois on va lire aussi avec
une trame de fond musicale, ça peut arriver aussi. Donc, on détermine, si on veut, notre pacte de lecture et de mise en situation. Dans le cas du livre audio, on l'a déterminé, donc c'est pas une lecture qui est pareille. On a déterminé déjà pour l'auditeur / lecteur un peu déjà de la couleur de l'ambiance. Donc, ça, c'est un choix qui est effectivement un choix éditorial personnel, qu'on espère le plus universel possible. Et autre mention, c'est que comme on a, admettons, je sais pas, un roman de 300 pages, c'est un défi. On ne négocie pas 16 heures d'enregistrement comme on négocie 15 minutes. Donc, naturellement, l'album jeunesse est très vivant, est très rythmé, est accompagné d'effets sonores. Donc, les gens, le public n'a pas non plus la même capacité à analyser, si on veut, et à entrer toute cette information-là. Et le roman demande une attention qui n'est pas du tout la même non plus. J'aime bien les livres audio, mais je suis parmi les gens qui ont le plus de difficultés dans les lectures, dans les lancements. Je suis très TDA dans la vie. Je fais partie du club des TDA. J'en suis même un membre honoraire. Et j'ai une attention qui va être peut-être portée sur une quinzaine de minutes. Donc, si quelqu'un fait référence à un personnage qui n'est pas apparu depuis 25 pages dans un livre audio, c'est pas la même chose. Donc, il faut avoir un niveau d'attention qui est là. Pour le stimuler, on a de la musique. Pour le stimuler, on a le ton. Donc, on a un rythme. Il ne faut pas que ça soit trop rapide non plus. Trop lent, c'est emmerdant. Donc, c'est vraiment un autre univers que les éditeurs découvrent. Et je terminerai en disant que là, on parle d'album jeunesse, on parle de roman. Mais un des meilleurs marchés du livre audio, c'est le livre de l'essai. Souvent, les essais ont un format idéal pour, Pascal, tu mentionnais, en voiture, ou lorsqu'on est dans une période d'attention. Donc, c'est là où le balado et le livre audio se croisent et échangent beaucoup de points communs, parce que la façon dont est construit un essai, c'est très adressé directement au lecteur. Donc, la construction de la pensée et si on veut, l'édition qui a été faite est très propre à un style qui est plus proche de la conférence, par exemple. Puis, ouais, ça fait peut-être 1 an ou 2 qu'Alto a commencé à faire ses livres audio. Oui. Est-ce que déjà, tu vois des livres qui fonctionnent mieux? Est-ce qu'après, tu sais, parce que justement, bon, on n'est pas dans l'essai, donc on a plus de marge créative. Il y a des livres, par exemple, où Dominique Fortier lit sa propre narration en alternance avec une comédienne. Donc, est-ce qu'il y a des choses, justement, qui fonctionnent mieux parce qu'il n'y a pas d'adaptation non plus qui sont faites dans les livres plus longs, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont complètement des freins? Il faut dire, et d'ailleurs, c'est une très bonne tribune qu'on a là présentement, c'est que nous sommes encore malheureusement dans les balbutiements du livre audio au Québec. En France, c'est déjà mieux installé. Chez nos voisins du Sud et chez les voisins canadiens anglais, c'est déjà aussi beaucoup mieux installé. Donc, j'ai pensé un instant que la pandémie allait nous aider à se tourner vers le divertissement audio, on va dire. Parce que les balados ont quand même connu, il faut dire, un très, très beau succès. Oui. Cela dit, maintenant, le véritable défi, il est de dire aux gens que ces livres-là sont disponibles et qu'on puisse développer une clientèle qui apprécie justement ça. Et à ce chapitre, je préciserai aussi une chose, et ça revient un peu avec la pandémie. Je me suis dit que j'allais semer un peu de parfum de scandale sur la place. Mais c'est pas un scandale. Mais je me suis dit que j'allais en parler. Vous avez Radio-Canada qui fait un excellent boulot et qui ont été parmi les premiers à offrir sur la plateforme audio des livres qui sont, je le souligne, très bien réalisés. Mais vraiment avec professionnalisme et tout. Or, ces livres audio-là sont gratuits. Et lorsque, entre autres, avec l'appui de Patrimoine Canada et d'autres instances gouvernementales, on a pu faire plus de livres audio et donc développer un marché, c'est un peu « faites-le et ils viendront », bien, à ce moment-ci, on travaille avec des gens qui sont des professionnels du son, du studio, et ça apporte des coûts importants. Un livre de 16 heures a son coût de développement. Or, Radio-Canada l'offrant gratuitement, le défi maintenant pour les éditeurs, même si c'est 15 minutes un album de chez Fonfon, c'est génial, ça a été des heures de travail, de construction. Donc, ce respect-là, cet amour-là, il a un prix. Et donc, on se retrouve dans une offre audio extrêmement variée et riche, gratuite, et une offre de livres audio, elle aussi bien réalisée, mais qui n'est pas gratuite. Donc, je voulais lancer le défi ici parce que c'est le temps de se poser des questions et justement d'en écouter des livres audio et se rendre compte qu'on a des voix fortes et un vrai marché à développer. Mais tu abordes vraiment la question des enjeux actuels du livre audio qui sont nombreux. L'état de fait que tu présentes, Antoine, démontre bien qu'on est dans
dans une pratique qui est en train de se structurer. Il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y a des balados de fiction qui sont proches de ce qu'un livre peut être. On est comme dans une espèce de Far West du livre audio. Là, ma question est encore pour vous deux. Comment vous imaginez ce futur-là, justement? Est-ce que vous imaginez qu'on pourrait justement faciliter cette découvrabilité-là des livres audio? Est-ce que l'avenir du livre audio, c'est d'être gratuit? Comment vous voyez ça? Bien, au-delà de la stratégie de prix, il y a toute la question de l'accessibilité. Parce que présentement, les livres dont tu parles qui sont payants, trouvez-les. Allez-y, bonne chance. Comment on les achète? Fait que nous, chez Fonfon, par exemple, je me souviens au début, là, à Qui la frite, on lance ça. Puis à un moment donné, je pense qu'on avait vendu 5, mais sur les 5, moi, j'ai parlé de madame au téléphone qui appelait au bureau Fonfon, qui voulait se l'acheter, qui comprenait pas où, qui l'a perdu dans son téléphone. Puis là, tu sais, c'est ça l'affaire. Puis c'est pas que la madame est pas brillante, là. C'est compliqué. Même moi, j'ai perdu mes propres livres audio, tu sais. Fait que là, je me dis, OK, il y a quelque chose dans toute la technologie, dans l'écosystème pour accéder à ces œuvres-là. Parce que moi, je pense que les gens sont conscients que ça a une valeur. Je pense que c'est un contenu qui est de grande qualité et que le lecteur va être prêt à payer. Le lecteur est habitué de payer pour son livre, mais par contre, s'il l'achète, puis là, il faut qu'il le classe dans ses fichiers. Je veux dire, ça ne fonctionne pas. Ça prend un lieu où tout ça se retrouve, où on peut se créer sa propre bibliothèque. Et là, les gens vont adhérer. Les gens vont être prêts à s'abonner à ça. Moi, j'y crois beaucoup. L'enjeu, c'est que c'est pas prêt. L'écosystème, là, il est pas là. Fait que c'est comme si nous, on arrive avec du contenu, on est bien fiers, là, on est content. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais là, quand j'essaie de faire la promotion de ça, quand j'essaie d'en parler, les gens sont tout perdus et je comprends. Je comprends, moi-même, je le suis. Pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, sachons que les livres de Fonfon sont disponibles sur les libraires, ceux d'Alto aussi, sur leur site. Sur Apple, j'y reviendrai à la fin. Il y a un livre un pavillon du livre audio, comme je disais ici. Donc, on a quand même les moyens de le retrouver. Absolument. Mais ce n'est pas tout à fait évident en ce moment. Antoine voulait réagir. Ben, c'est tout à fait vrai ce que Véronique dit, c'est qu'on a présentement plusieurs dizaines, voire centaines de titres accessibles. Heureusement, je ne scooperai rien ici, mais heureusement, il y a une solution qui s'en vient, qui est celle donc de rendre l'écoute du livre audio beaucoup plus agréable, donc notamment l'idée de revenir à son chapitre, ne pas avoir à passer par le téléversement de fichiers MP3, par exemple. Donc oui, l'obstacle présentement, il est technologique. Audible, pour ne pas les nommer, qui ont déjà, il faut le souligner, fait des approches au Québec et qui ont acheté beaucoup de droits de livres québécois, ont l'avantage d'avoir une application dédiée. Le matin où il y en aura une québécoise, on aura probablement la possibilité, tous les éditeurs confondus, tous les gens confondus, de se faire connaître. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est des tables rondes au Salon du Livre de Montréal, c'est des initiatives comme la Maison de la littérature il y a quelques semaines, c'est des fichiers qui sont disponibles. Excusez-moi de faire... Je suis comme le sérieux du panel, finalement, mais moi, j'aime bien la frite aussi, il n'y a pas de problème, non. Mais c'est parce que je trouve ça intéressant qu'on ait, et c'est rare, l'occasion de dire aux gens ici que ça existe et que c'est incroyablement de qualité. Et c'est tout un défi. Je pense que c'est relevé parce que c'est pas les éditeurs qui sont habituellement les plus souples ni les plus technologiquement avancés. Bien, puis je pense que c'est important ce que tu soulignes, Antoine, parce que vos deux maisons d'édition, en fait, tous les livres qu'on a entendus ici aujourd'hui, on sent qu'il y a un soin, on sent qu'il y a, tu sais, on n'est pas dans une production rapide pour créer un livre dans une autre version. Tu sais, on a comme un travail de créer une autre œuvre, peut-être. Est-ce que, puis là, la question s'adresse à tous, est-ce que vous avez comme des rêves pour la forme du livre audio, des choses que vous aimeriez voir advenir dans cette forme-là? Je vois Véronique qui dit oui. Moi, j'ai plein de rêves, là, parce que je trouve ce format extraordinaire. Tu sais, comme parents, tu sais, là, je parle plus côté littérature jeunesse, on lit des livres à nos enfants chaque soir. Mais se faire lire un livre, c'est extraordinaire. Donc, s'asseoir en famille puis écouter une œuvre audio, je trouve que c'est un moment magique à partager avec ses enfants. Partir en voiture, écouter une histoire, je veux dire, ça va la vie, tu sais. Donc, pour moi, c'est un format qui mérite d'être reconnu, découvert, puis qui a tellement de possibilités. Puis au niveau créatif, c'est juste infini. Moi, je suis une ancienne musicienne, fait que là, je m'amuse avec les mots, avec les auteurs, avec la musique, puis là, pour moi, c'est comme un terrain de jeu incroyable, là.
Oui, parce que faire la lecture à son enfant, ça crée un moment privilégié, c'est extraordinaire, mais en même temps, le fait d'écouter avec l'enfant le même livre audio, ça place le parent dans la même posture que l'enfant, donc alors que quand il est en train de lire, puis c'est un sujet qui avait été abordé, j'amène ça parce que je regarde Prune ici, qui est ici, de la puce à l'oreille, c'est un sujet qui avait été abordé en conférence virtuelle à laquelle j'ai assisté dernièrement, puis je me demandais justement à quel point le livre... De quelle façon le livre audio pouvait être employé avec un public jeunesse. Donc, je pense qu'effectivement, il y a ce côté-là où ça place l'enfant et le parent à un pied d'égalité. Ils sont dans la même posture. On se colle, on écoute ensemble, on se met dans une petite bulle confortable. Ça libère les mains. Oui. Mais non, mais pour vrai, moi, en tout cas, j'en écoute pour adultes. Là, ma fille a 12 ans maintenant, mais ça libère les mains. Moi, je fais mes bords de pantalon, j'écoute à la recherche du temps perdu. C'est trop génial. Non, Beaucoup mais de bords de pantalon seront faits durant cette écoute. Mais ça libère les yeux aussi. Puis c'est autant c'est un inconvénient, j'avoue, parce que c'est immatériel, donc où le trouver, etc. Mais autant c'est un avantage que ce soit immatériel, parce que c'est pas encombrant. Tu mets tout ça dans ton machin truc, là. Puis tu transportes l'œuvre complète de Shakespeare ou l'œuvre complète de tout ce qui se publie chez Alto, tu sais, dans 4 pouces par 2, là, tu sais, dans ta poche. Par contre, je pense que les gens sont peu habitués à payer pour on revient à la question précédente, peu habitués à payer pour de l'immatériel. Alors, ils vont être prêts à mettre le prix pour une tablette pour écouter, pour utiliser l'application, pour écouter un livre audio, mais pas à payer pour le contenu. Donc, je pense que là, c'est ça le souci. Il y aurait une sensibilisation à faire de ce côté-là. Puis, Antoine voulait réagir. J'ajoute, moi, je suis toujours sur le rêve. J'ai pas dit mon rêve. Je fais du chemin parce qu'au-delà, effectivement, vous avez tout à fait raison de mentionner ce besoin presque reptilien de se faire raconter des histoires. Ça remonte à, je vais le dire, la nuit des temps. Mais moi, je suis intrigué, toujours sur le futur, par cette possibilité de spatialiser encore plus l'expérience, de la rendre encore plus immersive. Si on ajoute, par exemple, un casque de réalité virtuelle et qu'on imagine un environnement dans lequel on progresse et qu'on découvre des éléments qui nous sont lus. On prolonge, si on veut, ce caractère-là immersif. Je fais des blagues souvent à essayer d'imaginer des livres impossibles. Je fais ça depuis plusieurs années. Des livres qui ont des odeurs, un scratch and sniff sur la couverture, quelque chose comme ça. On fait des blagues avec ça, mais reste que, au-delà de l'audio, on est capable d'imaginer des éléments technologiques qui pourraient être très portables et prolonger le plaisir de lecture. Je pense que c'est tout à fait jouable. Je pense que le théâtre, même les autres formes d'art, sont déjà là. Alors, à nous d'amener nos auteurs, nos autrices à atteindre ces sphères-là et de s'inscrire peut-être plus intensément dans la production culturelle actuelle, qu'elle soit immatérielle ou physique. Et on le voit d'ailleurs ici au Salon. La production physique a de belles années devant elle. Il n'y a aucun problème. Mais non, vraiment, même si je ne suis pas un fan du VR, cette idée de vivre plus ou de vivre mieux le texte, oui. C'est très intéressant ce que tu amènes, Antoine, parce que aussi on se demande pourquoi, en fait, tu le dis, au théâtre, c'est déjà plus arrivé. En littérature, c'est peut-être un peu moins confondu, toutes ces pratiques-là. Pourquoi? Parce qu'on est sur un binôme lecture et auteur. Parce qu'on n'est pas habitué de travailler en collectif? C'est du 1 pour 1. C'est du 1 et 1. C'est un binôme essentiel qui va rester. C'est tout simplement que le théâtre a fait éclater ça. Et une lecture publique a des contraintes que le théâtre n'a pas. Le temps, le niveau de détail des textes. Alors, ça revient à ce qu'on disait. Il faut savoir orchestrer et mettre en scène aussi le livre audio. Oui, c'est des nouveaux savoirs qui sont mobilisés. Est-ce que tu voulais réagir, Pascal? Est-ce que tu voulais réagir? Non, je voulais dire quelque chose qui est hors sujet. Je m'excuse, donc c'est peut-être pas à propos, mais je voulais dire, parce que j'ai parlé à la recherche du temps perdu. Bon, c'est pas chez Alto, là, mais... C'est à la recherche du temps perdu. Mais moi, j'ai pas été capable j'ai pioché dedans, là, tu sais, à répétition, puis j'arrivais pas parce que c'est si difficile à lire, mais c'est parce que, bon, une question de détermination. Et je l'ai pas acheté parce que ça coûtait, je pense que ça coûtait 1000 $, mais c'est comme 14 disques, là, tu sais. Mais je les ai pris à la bibliothèque. C'est lu par André Dussolier, un comédien français brillantissime. Et là, écoute, c'est que je vais pencher pour Barbara. Quand mettons, quand j'ai lu le texte de Marie-Hélène Poitras, La Desiderata, c'est pas une lecture
une lecture à première vue, tu sais. C'est-à-dire, Non, c'est pas j'imagine. juste dire les mots un après l'autre, c'est... Ça a l'air prétentieux, mais c'est comprendre. C'est Non, mais c'est mettre une intention Oui. dans ce livre-là. Alors, mettons, dans l'occurrence, André Dussolier, parce que c'est l'exemple que j'ai en tête, il rend tout l'humour. C'est férocement drôle comment il lit, mais sans faire poète-poète, là, mais il y a un angle d'attaque ironique qui fait que tu fais « Ah, mon Dieu », parce qu'il décrit le milieu mondain là, du Paris des années machin, mais on peut... Ça, c'est amusant aussi. Ça serait amusant de faire l'exercice pour le plaisir, là, mais de faire lire un même livre par 3 acteurs différents. Vous ne croiriez pas que... Peut-être quelque chose technologiquement. Choisissez votre lecteur, votre Ouais. lectrice. On peut déjà choisir Siri, homme ou femme. Ouais. Oui, ça serait comme à chaque fois une nouvelle œuvre. Quoique, on a déjà discuté avec certains. Est-ce qu'on pense que c'est une nouvelle œuvre, un livre audio, ou est-ce que c'est une adaptation? En ce moment, c'est peut-être plus une adaptation qu'une nouvelle œuvre, Une interprétation. mais qui nous amène quand même ailleurs, parce que j'aimerais qu'on parle de ce détachement des écrans qui est lié aussi je pense, à la montée de l'intérêt pour l'audio. Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive? Puis, particulièrement peut-être en jeunesse, est-ce que c'est quelque chose qui est un angle d'approche, parce qu'on entend souvent, les jeunes sont trop scotchés à leurs écrans, tout ça. Est-ce que l'audio a ce pouvoir-là pour vous? Mais pour moi, c'est une façon d'éclater le genre sans culpabilité d'écran. Oui, Honnêtement, c'est ça, là, j'allais dire. parce que le numérique permet beaucoup de choses, mais c'est toujours lié à un écran. Puis là, tu as toujours cette question-là de responsabilité parentale puis de temps d'écran limite que j'ai chez moi, de toute façon. Tu sais. Fait que je me dis, bon, c'est comme un produit responsable. C'est bizarre à dire, là, mais c'est... Écoute, disons, du livre audio, ça fait pas mal. Tu sais, ça Ouais. fait pas mal, puis ça va t'intéresser. Et moi, je pense, en tout cas, du moins dans le jeunesse, que ça ramène au livre papier, parce que comme enfant, tu te fais ta conception, tu t'imagines les choses, mais ton après ça, film tu peux... mental. Oui, mais là, tu peux te découvrir ce qui a été créé comme œuvre. Tu sais, moi, j'ai ce rêve-là d'écouter quelque chose avant d'avoir vu le livre papier. Puis là, de pouvoir comparer un peu la maison que je m'imaginais, c'est laquelle finalement. Tu sais, ce que tu disais tantôt. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement riche, tu sais, au niveau de l'interprétation, puis ensuite de ça, l'espèce de validation de la vision créatrice initiale, si on veut. Puis c'est toi qui mentionnais ça, Chloé, si on l'écoute, évidemment, le livre audio fait que 3 personnes, mettons le père, la mère et l'enfant, peuvent l'écouter en même temps dans une communauté, en temps réel. Ça peut faire aussi que ça crée comme pas un club de lecture, mais tu sais, ça crée une incitation à dire, oh mon Dieu, toi, Josette, la vois-tu avec les cheveux blonds, les cheveux noirs? Tu sais, enfin, ça crée des conversations qu'on n'aurait pas si on est chacun dans son livre papier. Ça rend ça plus justement convivial, plus collectif. Mais tu parles de club de lecture, puis avec des amis. Sans appeler ça Non, club de lecture, mais de dire... On a fait ça, nous, avec des amis. Plutôt qu'un club de lecture, on s'est fondé un club d'écoute, en fait, de balado ou de livres audio. Et justement, c'est exactement ce qu'on fait. Là, c'était de façon virtuelle, évidemment. Donc, on se rencontrait de façon ponctuelle pour discuter du livre audio ou du balado qu'on avait écouté chacune de notre côté. Puis ensuite, justement, faire du pouce là-dessus, aller plus loin, pousser plus loin la réflexion ou de notre interprétation personnelle. Mais il y a toute la question des nouveaux publics aussi. J'ai comme le goût de plonger là, ça a rapport à moitié, là, mais dans le sens que, le fait que c'est pas de la lecture d'imprimé, ben là, on a accès à des lecteurs qui, normalement, ont peut-être de la difficulté. Fait que tous les troubles d'apprentissage, tous ceux qui ont des difficultés de lecture d'imprimé, ben, peuvent là avoir accès à l'œuvre sans les difficultés qu'ils rencontrent, sans les obstacles qu'ils ont. Il ne faut pas oublier que les livres audio, présentement, sont financés en grande partie par Patrimoine Canada dans les fonds d'accessibilité. Donc, c'est vraiment dans l'idée de rendre accessibles nos œuvres qui existent sous format papier d'une autre façon. Mais ça, c'est extraordinaire, parce que oui, c'est comme une adaptation, c'est pas exactement la même œuvre, mais là, on a du fun à la faire, ce qui est une chose extraordinaire, mais en plus, on fait découvrir nos œuvres à des publics qui n'ont pas nécessairement accès. Fait que je veux dire, moi, je suis bien vendue au livre audio, je sais pas si ça paraît, là. Ben, ça m'a... pendant que je vous écoute parler, j'ai eu une petite idée entre-temps. Puis on s'en parlera peut-être. On parle de développement de marché. Il y a... les événements des dernières années nous ont amenés à voir un intérêt grandissant pour notamment la méditation. Et on a appris à vivre un petit peu plus dans nos bulles. Et bon, bien entendu, ça a joué sur la lecture et tout ça. Et aussi, on l'a vu par une explosion des téléchargements d'applications comme Petit Bambou ou
Headspace. OK? Petit Bambou est une application française. Oui, dont je suis clairement une grande fan. On en a déjà parlé, Christiane, mais cela dit, je vous ramène en contexte. Je reviens sur ce que tu as évoqué, Pascal, la notion de bulle. On est dans un moment d'attention en méditation qui est extrêmement riche et précieux. Et de se faire lire, je vais y aller peut-être facilement, de la poésie, par exemple, par quelqu'un qui sait le faire. Tu m'as mentionné Pascal-André Dussolier, c'est sûr que, bon, il y a pire comme narrateur, on s'entend, mais je veux dire, déjà d'avoir une expérience, de dire, ce soir, je prends 15 minutes pour me faire raconter quelque chose qui est extrêmement évocateur, qui touche. Quand on voit des gens, bon, j'ai le plaisir de publier Hélène Dorion. Hélène Dorion, il y a de l'amour autour d'elle. Elle vient en lecture, puis tout le monde est accroché comme ça. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'imagine ça, chacun chez soi. Il y a peut-être un potentiel, effectivement. Donc là, la lecture devient presque déductible d'impôt parce que lié à, si on veut, une amélioration de la santé. Donc, pourquoi pas? Mais il y a quelque chose, Hélène Dorion, son livre qu'elle a lu, il y a quelque chose quand l'auteur est en mesure de lire son livre. Puis c'est pas toujours le cas. Fait que, Chloé, on l'a fait ensemble parce que tu avais la capacité de le faire. Je pense que tu es une des seules chez nous qui a pu lire son livre, toi puis Patrice Michaud. Mais les autres, j'ai travaillé avec des comédiens parce que c'est un métier. T'sais. Sauf que quel privilège d'être chez soi et de se faire lire l'histoire par son auteur. Je veux dire, c'est assez extraordinaire. Là. Pour moi, il n'y a pas de mots. Vous voyez? J'ai pas de mots. Fait que je me dis, il y a quelque chose là d'intéressant de dire, j'ai cet accès-là. Moi, Hélène, on avait écouté un extrait, elle était là, puis j'étais comme en amour avec, ouais, elle dégage ça, cette femme-là. Puis tu dis, elle me lit son histoire. Genre, c'est un moment d'intimité extraordinaire. C'est un privilège. Mais oui, on reste quand même dans cette attention soutenue pour quelque chose de linéaire qui est très peu commune à notre époque quand même. Là. Même le livre audio, en étant très, très contemporain, nous garde dans le temps long des livres, de la littérature. D'ailleurs, je voulais vous demander, je ne veux pas faire dévier la conversation parce que je vois Antoine qui avait peut-être quelque chose à dire. Oui. Non, je vais en profiter pour faire de la publicité. Non, sans blague, on devait écouter d'autres extraits. Je vous le dis, donc Ma Maison Tête aussi chez Fonfon. Puis on s'est dit finalement, on est devenu sérieux de parler du livre audio. Ils sont extraordinaires pour les avoir écoutés. Mais on devait écouter aussi La fin de l'alphabet. Je voulais juste vous dire, ben, dans ce cas-ci, c'est Michel Rivard. Moi, c'était un peu un rêve d'enfant. Je l'ai écouté, en fait, son spectacle et tout. Puis là, j'entends la voix de Michel qui a un petit côté comme ça. Puis là, un peu râpeux et tout ça. Moi, c'est un des textes que j'ai pas le droit de dire ça devant surtout des autrices chez Alto. Mais c'est un texte que j'aime beaucoup, 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 beaucoup et qui a été monté avec de très courts chapitres puis qui était idéal. Je suis allé chercher la musique d'un multi-instrumentiste portugais que j'aime beaucoup, beaucoup et on a même fait jouer la boîte à musique et tout. Et à un moment donné, j'ai tendu une perche comme ça à Michel Rivard. Et là, Michel a dit « C'est génial, j'ai adoré ce texte-là ». Et l'expérience d'enregistrement a été au studio Bulldog, a été génial et d'avoir ce livre-là aujourd'hui qui peut vivre comme ça, malgré effectivement des ventes qui sont, disons-le, un peu faméliques, c'est pas grave. Un livre audio a l'avantage de ne pas être en librairie, donc ne peut pas être retourné. Il est disponible tout le temps. Et probablement même sur votre téléphone directement. Donc, l'accessibilité, qui est un mot-clé, très important. Donc, je voulais juste dire, honnêtement, là... Est-ce que je peux lire le résumé? Je l'ai transcrit. Le résumé dans La fin de l'alphabet. C'est chez Alto, ça? Oui. Bon. De C.S. Richardson. Le héros féru d'art, de graphisme et d'histoire vient d'apprendre qu'il lui reste 30 jours à vivre. Il décide de faire le tour du monde en compagnie de sa femme qui tient une chronique littéraire dans une revue de mode. C'est intriguant, non? Oui. C'est bon. C'est un livre dont l'écriture se prête très, très bien au livre audio. On est vraiment comme dans une fable. Ça commence, on nous décrit le personnage. On est vraiment dans un univers qui tient un peu du conte aussi. Donc, on se laisse vraiment emporter par cette voix de Michel Rivard. C'est vrai que c'est un très beau livre. Mais au-delà de la pub, il y en a plusieurs. Choisissez, allez faire un tour. En fait, on travaille à l'ANEL, puis encore une fois, on va faire un peu de publicité, à essayer de développer justement une vitrine où on pourrait montrer, choisissez votre genre. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez le goût de découvrir? Avec des extraits. Je pense que c'est un chantier qui serait très important pour les gens, pour que vous puissiez, tout le monde ici, trouver votre livre audio. Et souvent, puis je terminerai là-dessus, je parlerai plus, je te jure, Christiane, c'est que les gens qui essaient un livre audio ont absolument le goût d'en réessayer un.
n'y a pas de gens qui font comme « Ah, c'est pas pour moi le livre audio ». Mais oui. C'est rare. Puis on a tenu une discussion similaire à Québec récemment, puis on a eu beaucoup de commentaires de gens qui nous disaient « Ben oui, moi, je connaissais pas ça, le livre audio. C'est pas encore si découvrable, pour utiliser le buzzword. C'est pourquoi, Antoine, ben, tu as vraiment mis la table à ma dernière question à laquelle j'aimerais que chacun réponde. J'aimerais savoir où on peut aller, où vous allez pour avoir des bons livres audio. Et puis, est-ce que vous avez une recommandation? Puis, Véronique, je ne sais pas si tu veux nous parler un peu aussi de Ma maison de tête qu'on devait écouter. Fait qu'on peut peut-être y aller dans cet ordre-là. OK, ben un petit mot sur Ma maison de tête, qui est une grande œuvre, là, selon moi, qui est un livre sur le TDA. C'est un petit garçon qui vit avec un TDA, mais c'est pas nommé dans l'histoire, mais tout est une question de perception, de comment il perçoit les choses. Dans ce livre-là, on le voit sur la couverture, il y a plein de petits picots. Puis en introduction du livre, on explique que le TDA, c'est comme si toutes les informations qui nous entourent, c'est comme elles se transforment toutes en petits picots, puis c'est de dire qu'est-ce qui est important là-dedans, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis c'est ça le TDA, c'est comme s'il n'y a plus de hiérarchie d'informations. C'est un bombardement constant d'informations, puis essaie de te retrouver là-dedans, bonne chance. Et visuellement, Vig, qui a écrit et illustré, a des concepts très, très forts qui nous permettent de comprendre le TDA. Et là, on s'est dit à la version audio comment on traduit ça. Et c'est tout c'est du piano. C'est Ingrid Saint-Pierre qui a fait la musique avec Martin Roy. J'ai pleuré, moi, à ma première écoute. C'est Catherine Trudeau qui fait la lecture. Et puis, il y a une sincérité dans ce qu'elle livre comme texte, mais tout le piano qui vient illustrer les petits picots, on les entend. Ils ont réussi, ils l'appellent la pagaille dans l'histoire. Et cette pagaille-là, elle nous suit tout au long de l'histoire à travers la musique. Et Vincent, pour y répondre à ces besoins-là, parce que c'est vraiment exigeant pour lui, se réfugie dans sa maison-tête. Et dans sa maison-tête, il y a plein de pièces. Il nous l'a fait visiter à travers ce livre-là. Et là, la musique, à cet endroit-là, les compositeurs, ils se disaient comment on peut visiter cette maison-là, parce que dans le livre, on tourne les pages puis on voit les pièces. Et là, ils ont fait une valse. Donc, à travers la valse, comme si on était sur un tapis roulant. Tu sais, une valse, c'est en 3 temps, puis ça fait avancer. C'est comme si tu t'installes sur un tapis, puis là, ici, tu as le salon. Puis ici, tu as la salle des contrôles. Puis il y a quelque chose de vraiment magique avec cette musique-là qui permet à l'histoire d'avancer. Donc, je parle de ça, je capote sur ça aussi. Mais qui est presque plus proche de ce qu'on peut ressentir en tant que personne atteinte de TDAH. Dans le fond, que dans un livre, avec l'audio, on est presque plus proche de cette expérience. Complètement. Parce que tu es dans ta tête complètement. L'immersion, elle est totale. Puis, tu sais, je pense que une des plus grandes qualités du livre audio, c'est que tu es obligé de prendre ton temps. Tu peux pas l'écouter sur fast forward. Tu peux pas scroller. Tu peux pas tourner les pages puis lire en diagonale. Ça se fait pas. Moi, je lis en diagonale souvent. Tu sais, je lis parce que je suis pressée. Le livre audio, je suis désolée, tu fais play puis tu t'assois. Oui, exactement. Mais je trouve que c'est comme s'offrir un temps de qualité que de dire je m'accorde ce temps-là pour écouter une histoire qu'on me raconte. Puis pour moi, ben je vous encourage tous à trouver votre livre audio. T'sais, on dit où est-ce qu'on les trouve, comment on les découvre. Ben les éditeurs que vous aimez, fouillez voir s'ils en produisent parce qu'il y a des chances que oui. Puis si c'est le cas, vous allez suivre le filon, vous allez trouver où est-ce qu'il les met ces livres. Puis je vous dis, vous allez passer des moments extraordinaires. Que ce soit sur le site de la maison d'édition ou sur les libraires ou sur Apple, comme on disait tantôt. Même sur Apple, où souvent ils sont là, mais ils sont peut-être pas nécessairement mis de l'avant. Mais c'est vrai que là, si je tombe sur ce livre-là, par exemple, au Salon du livre, je vois nulle part qu'il est en livre audio, malheureusement. Mais... C'est ça qui se passe, parce que les livres audio, on les a souvent faits après que le livre soit publié. Fait qu'on n'a pas pu l'imprimer sur le livre. Là, on commence à, des fois, être en avance et donc être capable de mettre une petite mention derrière. Mais je ne sais même pas si le monde s'en rend compte. L'enjeu, là, c'est vraiment de le faire découvrir, ce livre-là. C'est vraiment difficile. Ben oui. Est-ce que toi, Pascal, ou toi, Chloé, vous avez des lieux où vous allez pour dire « Ah oui, moi, j'aime les livres audio, je vais aller à cet endroit-là, en bibliothèque, sur des sites Ben, c'est-à-dire, s'il y a un titre qui m'intéresse, je vais le googler. Est-ce que je dois dire googler? En tout cas, je vais prendre un moteur de recherche. Je vais aller sur un moteur de recherche, taper, puis... automatiquement, ça va apparaître s'il est papier ou numérique et ou audio. Puis je fais mon choix en fonction de mon envie du moment, là, on va dire. Mais je voulais juste, je voulais juste rajouter aussi que, tu sais, on fait beaucoup la promotion du livre papier auprès des enfants en particulier, mais des adultes aussi, parce que ça augmente la capacité d'attention, de concentration. Justement, c'est un temps long, capacité à suivre un récit sur un temps long. Mais les livres audio ont les mêmes vertus, en fait, parce que c'est pas parce que tu lis pas des lettres. Parenthèse, ma nièce, quand elle avait 4 ans, disait « Tante Pascal, quand je regarde les lettres, ça m'aide à lire. » Oh. C'est une grande vérité. Non, mais je veux dire, écouter un livre audio, il faut que tu... Ça fait travailler ta mémoire, tu fais des liens.
tu travailles fort. C'est pas passif autant qu'on pense. Là. On entend souvent que le livre audio, on peut l'écouter en faisant son ménage, en étant en voiture, mais en fait, on peut juste aussi s'asseoir et écouter un livre audio et ça fait énormément de bien, en fait. Dans son lit avant le dodo, là, comme... Oui. On revient à la méditation, c'est fou, hein? Tout est dans tout. Mais sans blague, tu mentionnais pour justement où aller chercher les livres audio. Moi, je vais commencer par aller chez Fonfon, qui est juste ici derrière. Non, c'est pas des blagues, parce que étant le joyeux papa d'un petit TDA en devenir, je pense que c'est important, d'ailleurs, je le mentionne parce que c'est quelque chose qui souligne, qui est très souvent abordé. Tu as très bien fait de le dire, c'est pas le TDA est très mal compris. C'est pas un trouble de déficit de l'attention, c'est un trouble de traitement de l'attention. C'est qu'il y a trop de choses. Et le déficit, c'est pas que tu n'es pas attentif, tu es surattentif. Alors, c'est vrai qu'effectivement, puis non, j'y vais de ce pas après et je le lirai avec mon on va l'écouter après. Donc, mais non, sans blague, je pense que on a évoqué deux choses aujourd'hui dans cette heure-là, cette idée d'un rassemblement pour qu'on ait en un pôle québécois, je l'espère, une application pour qu'on puisse les découvrir et que le libraire, éventuellement, puisse aussi faire partie de ce processus-là de comment on appelle ça, de la prescription, pardon, voilà, donc de dire, ben voici les livres audio et éventuellement même de peut-être les critiquer ou critiquer leur qualité sonore, leur l'accompagnement musical. Donc, comme on juge un livre un peu par sa couverture, par son rythme et tout ça, donc pour faire que le livre audio se détache et ne devienne plus le petit frère du livre papier, mais bien le cousin de la fesse gauche. Ou une pratique en soi. Oui, Chloé? J'avais juste envie de te demander si on avait des suggestions. Moi, évidemment, j'irai dans le jeunesse. En fait, évidemment, j'invite tout le monde à aller découvrir les livres audio de chez Fonfon. Mais puisqu'on en a déjà parlé aujourd'hui, j'aimerais aussi moi-même faire la promotion d'un livre audio auquel j'ai collaboré puis qui est franchement bien fait, qui a été réalisé par son auteur, qui est Poids, de Emmanuel Lauzon, en collaboration avec Ghislain Tachereau et moi-même. C'était, Emmanuel a obtenu une subvention justement pour réaliser lui-même son projet audio. Il s'est fait... ça a été un travail colossal pour lui. Il s'est fait un studio maison. Il nous a invités chacun, Ghislain qui avait déjà son studio maison et moi-même à en faire un à la maison. Donc, on a travaillé séparément, mais en sachant, là, en ayant dans l'idée qu'on était ensemble dans ce grand projet. On incarnait plusieurs personnages chacun de notre côté. Alors, je vous invite à découvrir Poids de Emmanuel Lauzon qui dure 1 heure quand même. Puis ça s'adresse à un public jeunesse, là, environ 8 à 10 ans. Et il y a plein de petits clins d'œil, de jeux de mots qui feront assurément sourire les parents aussi. Donc, extraordinaire pour un trajet en voiture. Et voilà, sinon, mes autres suggestions étaient sur audio en livre gratuit. Fait que je ne veux pas m'abstenir les foudres. Contre qui je n'ai absolument rien, je précise. Là où ça va être intéressant, c'était l'idée, pour en avoir discuté avec Radio-Canada, c'était l'idée de créer une demande. Et c'est ça qu'on veut. On veut créer un public audio qui, éventuellement, saura dire, ben oui, je l'achète comme j'achète un billet de théâtre ou de cinéma. Donc, pas, je m'inquiète. Je veux dire, ça se porte bien. C'est vrai, tu as raison de le dire, que le livre audio est encore à découvrir. Tant mieux. Et peut-être qu'audio, par la bande, puisse le faire. Bien, ça termine bien parce que nous avons écoulé notre temps et je sens que ce territoire en début d'exploration qui est celui du livre audio, on pourra en parler longtemps pour les enjeux de découvrabilité, de création, de diffusion. Il y a plein d'aspects, mais donc on vous invite, si vous avez été piqué, si votre curiosité a été piquée, d'aller voir Fonfon au kiosque 719 juste par là, Alto au kiosque 1513 par là-bas. Et évidemment, d'aller visiter l'espace audio où on pourra répondre à plusieurs de vos questions. Je remercie Lanel qui présentait cette table ronde aujourd'hui. Et il y a d'ailleurs un sondage auquel vous pouvez participer dans ce pavillon et courir la chance de gagner des livres audio. Donc, je vous invite tous à y aller. Je vous remercie infiniment pour cette discussion qui pourrait encore se poursuivre. Merci. Merci, Christiane. Merci, Christiane. Et merci à vous.